Bonjour ou bonsoir à vous tous, selon d'où vous nous suivez dans l'émission Le Monde en 7, émission de condenser les principaux sujets de l'actualité de la semaine. Et pour ce nouveau numéro, ce samedi 15 octobre, on parlera du Burkina Faso. Nous allons évoquer les assises nationales. Le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné chef de la transition. On ira du côté du Mali pour évoquer le projet de la nouvelle constitution qui opte pour un régime de type présidentiel. Et en deuxième partie, on va parler du Togo. Nous évoquerons l'actualité sur cette nouvelle coalition de la société civile baptisée l'IDAO. Et puis, on parlera également de la lutte contre la corruption. La haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées se dote d'un plan stratégique national pour la lutte contre le phénomène. Et pour évoquer ces deux sujets, je suis sur le plateau ce samedi avec le député Beau-Soleil Obekou, président de l'association Togo pour tous, également promoteur culturel, on peut le dire. Beau-Soleil Obekou, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de New World TV. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et la casquette promoteur culturel m'intéresse. J'ai eu le temps de découvrir votre milieu qui offre de beaux atouts culturels. Et oui, c'est une marque togolaise initiée par une dame. Et vraiment, ça fait plaisir et c'est une fierté de porter cette marque-là. Merci beaucoup. Je parlais également de votre milieu avec les atouts naturels qu'on a dans le coin. Oui, bien sûr. Et c'est un milieu qu'il faut promouvoir avec ses atouts naturels et notamment la cascade d'Akloa, les 3 cascades d'Akloa, si je peux le dire ainsi, et qui offrent vraiment une visite aux touristes et qui sont fascinés par ces atouts naturels. Et avec une équipe, je fais la promotion de cette cascade au profit non seulement du village d'Akloa, qui est mon village natal, mais de la commune Wawa 1 et de notre pays, le Togo en général. Et justement, c'est un appel que je réitère également à tous ceux qui nous suivent et qui ont envie de visiter le Togo. C'est un très beau pays avec des sites touristiques à couper le souffle. Parmi ces sites touristiques, naturellement, la cascade d'Akloa. Deuxième invité, Marcel Agbessinou, premier passage sur ce plateau. Il est juriste, également journaliste. Marcel Agbessinou, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir partagé et je salue nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent directement. À l'heure où nous parlons, au moment où il sonne midi 15. Oui. Voilà, donc si Dieu le veut et ça le voudra bien, nous allons décortiquer les sujets exposés si haut tout à l'heure. Dans cette émission. Merci beaucoup. Donc les sujets, je les ai déjà présentés. On va donc parler d'abord du Burkina Faso, dont nous prenons tout de suite la direction. Le Burkina Faso qui a désigné donc à travers des assises nationales le capitaine Ibrahim Traoré endosse désormais la responsabilité de chef de la transition. Une transition qui n'a pas été retouchée. Elle va s'achever comme c'était déjà le cas en 2024. Ibrahim Traoré, donc désigné par les assises nationales. Beau-Soleil Obekou, c'est sans surprise, on peut le dire. Oui, pas trop de surprise parce que on aurait cru que peut-être avec la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré et aux premières heures de son coup d'État, et il avait dit que le pouvoir ne l'intéressait pas, donc qu'il y aurait une assise nationale où on pouvait désigner un président civil de transition. Mais avec dans les jours ont passé et dans ces 2 semaines, les choses ont changé. Entre-temps, il y a eu des voix qui se sont élevées pour demander à ce qu'ils conduisent la transition. C'est chose faite. Et vous allez voir que même dans la charte, le projet de charte présenté aux forces vives de la nation, on a mis à l'article 5 en même temps que le capitaine Ibrahim Traoré conduise la transition, et ça a été adopté par acclamation. Oh, Dieu merci, ce qui se passe au Burkina, ça fait un peu mal. C'est une stabilité politique, ça il faut le dire, ça, il faut pas se voiler la face. Une instabilité excusez-moi, une instabilité politique parce que le Burkina Faso s'est choisi
ses propres institutions à partir de l'élection du président Kaboré en 2020 et la démocratie a pris son envol au Burkina Faso. Entre-temps, il y a eu ce coup d'État de janvier 2022 qui a porté un coup qui a porté un coup à cette démocratie, à cette jeune démocratie qui marchait quand même bien. Et voilà que 6 mois ou 8 mois après, un autre coup d'État qui vient encore balayer les premiers auteurs du premier coup d'État de janvier. Et tout ça, là, ça ne donne pas de stabilité à un pays. Et il faut l'avouer, le Burkina Faso a choisi la démocratie. Et vraiment, tout le monde, après le coup d'État de janvier 2022, tout le monde s'emploie à faire revenir l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible, et y compris le peuple burkinabé, les autorités, les nouvelles autorités, que ce soit celles de janvier qui ont été balayées la fois passée, il y a 2 semaines, et ces nouvelles autorités avec à leur tête le capitaine Kaboré et Traoré, et qui a repris même la charte telle que son prédécesseur l'avait énoncé. Et maintenant, il y a aussi la CEDEAO qui accompagne, qui a son œil, qui surveille cette transition pour que l'ordre constitutionnel revienne le plus rapidement possible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans l'espace CEDEAO, on n'aime pas le coup d'État, on ne veut pas de coup d'État, c'est la démocratie. Et actuellement, il faut le dire, moi je suis foncièrement et je suis contre les coups d'État. Et même le pays, les États de l'Afrique de la CEDEAO sont contre les coups d'État. Et le Burkina aussi est contre le coup d'État parce qu'il n'y a pas de coup d'État dans sa constitution. Actuellement, à partir de janvier, il est vrai, ça nous a fait très mal. Ça a fait mal aux démocrates, aux légalistes, dont moi, ce coup d'État-là, mais la situation s'est présentée. Il faut maintenant, on dit le verre est tiré, il faut le boire. Et c'est pour cela que tout le monde s'est accordé à ce que les nouvelles autorités fassent en sorte que l'ordre constitutionnel revienne le plus rapidement possible. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je salue vraiment la tenue de cette assise parce que depuis 2 semaines, il n'y a pas tellement de voix dissonantes quant à l'ordre établi par le capitaine Traoré. Et aujourd'hui, ce que je salue, c'est que les forces vives se sont regroupées, se sont rencontrées, et ce sont les forces vives qui ont accordé leur bénédiction à la transition. Et il faut le dire, maintenant, il y a les militaires et les civils se sont accordés pour ensemble conduire cette transition. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est que la transition a repris les exigences ou les recommandations de la CEDEAO, pas plus que 2 ans. Ils ont même fait plus. Et au lieu de 22 mois, il se propose de le faire à 21 mois, je crois. Et jusqu'en juillet 2024, la transition doit s'achever. Et voilà, c'est un truc qu'il faut saluer. D'accord. Marcel Agbessinou, est-ce que pour vous, ça a été également sans surprise de voir que c'est finalement l'auteur du coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui soit désigné? Non, est-ce que ça, on ne doit pas évoquer éloquemment que c'est une surprise ou bien c'est l'auteur du coup d'État? La grande muette, c'est-à-dire que les militaires, ils sont autonomes, ils réagissent au moment opportun pour rétablir l'ordre constitutionnel régulièrement établi par la Constitution de part et d'autre. Donc, comme notre député vient de le dire, le Burkina est en train de traverser sa grande période historique dans la sous-région. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le premier président, si je peux l'appeler ainsi, Thomas Sankara a été assassiné, le pays n'a jamais connu de la stabilité politique jusqu'où ce soit. Et c'est un fait regrettable et regretté. Et les Burkinabés, bon gré mal gré, ils cherchent les portes de sortie pour consolider une démocratie nouvelle. Ainsi, le coup d'État de janvier 2022, personne n'aurait jamais cru qu'à moins de 8 mois,
on allait encore renverser celui-là qui a renversé colonel Damiba. Damiba qui avait renversé le Roch Kaboré. Personne n'aurait jamais cru. Mais c'est chose qui est un peu... c'est un peu étonnant de voir que ce président qui est légalement élu, c'est-à-dire que Kaboré est en train de faire son second mandat ou bien son deuxième mandat. Et voilà, à notre grande surprise, il a été sauté. Et parce qu'il a été sauté. Pourquoi il a été sauté? Il y a certains manquements. Certains manquements liés à l'insécurité au nord du pays. Et c'est l'armée qui avait à l'époque, disait haut et fort qu'il y a des équipements qui manquent. Il y a tel qui manque, que Kaboré est un peu défaillant. Et voilà que eux-mêmes, ils ont pris la place de ce défaillant. Ils font pire que le renverser. Donc, le jeune capitaine Ibrahima Traoré, il est jeune, son âge est autour de 34 ans. Oui. Donc, il est là aujourd'hui. Bon, la majorité des Burkinabés, pour le moment, ils sont derrière lui. Et vous n'êtes pas sans savoir que la charte même de la transition a été claire et les forces vives de la nation sont toujours derrière lui. Et ils lui ont accordé 21 mois. Et d'ici 2024, il va remettre la clé de la transition et il ne serait même pas candidat oui. Parce qu'il y a des garde-fous pour l'empêcher à se positionner, à se représenter oui. comme un président de la République, parce que les Burkinabés, ils ont su vite en disant qu'il est inéligible à la fin de son de la transition. D'accord. Il ne pouvait pas se représenter. Et bon, nous allons attendre voir la suite. Pour le moment, on dit que c'est la paix qui justifie les moyens. On ne peut pas tout à l'heure réclamer haut et fort que bon, c'est l'homme de la situation, ou bien c'est le messie des Burkinabés, c'est lui qui va installer une démocratie aussi telle que nous le souhaitons dans la sous-région. Non, on dit souvent que les militaires disent souvent que c'est le terrain qui guide l'action. On attend voir ce que ça va donner. On va quand même écouter à l'issue des assises ou au cours des assises les propos tenus donc par les forces vives de la nation burkinabé. Et chacun s'est prononcé. Et chacun s'est prononcé autour des questions essentielles en mesurant les enjeux. Et à l'issue de tous ces débats, la charte a été adoptée, le président a été confirmé dans ses fonctions. Maintenant, c'est l'heure du travail. C'est l'heure du rassemblement autour des priorités et des urgences nationales parce que nous n'avons plus une seule seconde à perdre, nous n'avons plus une seule minute à perdre. Les amendements qui ont été portés dans la transition ont été consensuels et cela a mené à trois institutions. La présidence du FASO, l'ALT qui compte 71 membres et puis le gouvernement. Nous sommes satisfaits des travaux et nous lançons un appel à l'ensemble des populations du Burkina Faso de soutenir fortement et fermement cette transition pour que dans les 21 mois, nous puissions aboutir aux résultats. Vous auriez remarqué. Alors, on vient d'écouter donc notamment le chef de file de l'opposition burkinabé, Idi Komboigo, qui dit nous lançons un appel au Burkinabé à le soutenir fortement et fermement. Moi, j'ai envie de savoir entre le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Sandaogo Damiba, tous deux militaires, finalement, qu'est-ce qui change? Rien ne change, hein. Rien ne change parce que d'abord, sur le plan politique, ils n'ont pas à être là-bas. Parce que le fauteuil présidentiel, c'est destiné aux civils et légalement élus
par le peuple burkinabé. Donc, ils sont tous deux le prédécesseur du capitaine Ibrahim, le colonel Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré. C'est la même chose sur le plan politique. Ils n'ont pas à être là-bas. Mais comment vous comprenez tout cet optimisme qu'on voit les Burkinabés? Oui, mais parce qu'on est devant le fait accompli. Aussi sur le plan politique, on est devant le fait accompli et il faut quand même, on n'a rien à... Il n'y a pas d'autre solution. S'il y avait d'autres solutions, je crois que les partis politiques et même la société civile, vous allez voir que les partis politiques et la société civile sont presque muets. Oui. Parce que est-ce qu'il faut soutenir un coup d'État alors que politiquement, on défend la démocratie et même le but ou l'objectif, le rôle même de la société civile, c'est de défendre aussi la démocratie. Ils ont commencé au Burkina Faso lorsqu'il y a eu l'insurrection qui a emporté le président Blaise Compaoré parce qu'ils ont jugé quelque part que les choses ne se font pas dans les règles de l'art et ils se sont élevés contre, entre guillemets, cette dictature comme ils l'ont dit à l'époque et ils ont tout fait pour qu'il y ait un président démocratiquement élu et des institutions fortes de la République mises en place à l'issue du choix du peuple. Donc, et actuellement, ils sont quand même embarrassés, mais ils sont obligés de soutenir le pouvoir en place maintenant pour que, en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc, c'est cet objectif-là qui font qu'ils doivent soutenir. Et quelque chose, ce qui n'est pas normal de ce côté-là, parce que vous avez demandé entre les deux militaires, là, qu'est-ce que rien ne change, les deux ont fait coup d'État. Sauf que le capitaine Ibrahim Traoré a fait coup d'État à quelqu'un qui a aussi fait coup d'État, qui est un président qui n'est pas légal ni légitime. Donc, on est dans le coup d'État. Donc, actuellement, par rapport à la manière de faire, je crois que quand on observe ce qui se passe au niveau du Burkina Faso, on voit qu'il y a plus d'engouement de la population qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré plus que le colonel en son temps. Oui. Donc, c'est comme si, je ne sais pas si ce capitaine-là, c'est quelqu'un qui est inconnu sur le plan international, mais au niveau national, je ne sais pas quelle aura il a ou bien quelle crédibilité il avait avant de faire ce coup d'État, parce que aux premières heures de son coup d'État, on a vu qu'il y a eu adhésion et autour de sa personne d'abord et autour de il y a une sorte de confiance, de crédibilité qui ont été données à ce monsieur, à ce qu'il a, à sa parole. Donc, ce qui a fait que 2 semaines seulement, cette mobilisation autour de lui, ça prouve que quelque part, il est connu pour sa franchise et pour peut-être son honnêteté. Maintenant, en même temps, il y a aussi beaucoup qui essayent de faire ce parallèle. Je pense Marcel Agbessi nous le disait, 34 ans. On regarde un peu Thomas Sankara, capitaine de son État à l'époque, 34 ans également. On se dit, est-ce que le Burkina tient à nouveau son Sankara? Oui, au fait ça aussi, il y a cet effet aussi parce que non seulement il a 34 ans comme Thomas Sankara à l'époque, mais il est aussi capitaine comme Thomas Sankara à l'époque. Donc les Burkinabés, ils tiennent peut-être, ils se disent que peut-être c'est le sort et c'est le bon moment. On a encore un homme, parce que le Burkina cherche toujours, depuis la mort de Thomas Sankara, un homme providentiel comme Thomas Sankara pour pouvoir sauver le pays, entre guillemets. Mais aujourd'hui, étant donné que ce capitaine Ibrahim Traoré est joui d'une certaine crédibilité vis-à-vis de ce qui manifeste d'abord, parce qu'on ne peut pas dire que c'est tout le peuple, que c'est la majorité du peuple qui manifeste. Moi, je le dis souvent, on ne détermine la majorité du peuple qui s'accorde à un sujet que dans les urnes. Donc actuellement, il est vrai qu'il n'y a pas de voix dissonante par rapport à cette mobilisation autour ou derrière le capitaine Ibrahim Traoré, mais il faut quand même être vigilant pour observer et souhaiter et aider, comme le chef de file de l'opposition l'a dit, que
tout le peuple aide les autorités de cette transition. Il n'y a pas que le président de la transition. La charte a consacré d'abord la présidence de la transition, il y a aussi le gouvernement, et il y a aussi l'Assemblée nationale de transition et qu'il faut aussi mettre en place dans les jours à venir. Donc tout ceci est réuni. Je crois que les forces vives et le peuple burkinabé se sont accordés pour pouvoir conduire cette transition. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que la transition ne va pas dépasser ce que les anciens putschistes avaient arrêté. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a quand même cette confiance-là. Et aussi, vous savez, quand il y a de ces situations-là au niveau politique, lorsque vous montrez que ce n'est pas le pouvoir qui vous intéresse, mais l'intérêt du peuple qui vous intéresse, vous aurez toujours les gens qui vont vous suivre. Donc ça là, et le capitaine Ibrahim Traoré l'a démontré, et Dieu merci, bon, et heureusement pour lui que les gens lui accordent quand même cette confiance. Et je crois que il lui appartient maintenant de mériter cette confiance-là et de faire en sorte que le Burkina revienne à l'ordre constitutionnel. Marcel Agbessinou, je pense que Soleil l'a dit, il lui appartient maintenant de mériter cette confiance. Ces deux militaires qui se succèdent, capitaines de son État, est-ce que vous le voyez faire les choses différemment? Oui, bon, on peut accepter en grandeur que le jeune putschiste, il peut faire différemment les choses par rapport à son prédécesseur. Et le soir même du putsch, il faut voir l'ambiance qui a eu lieu autour des cargos, des chars qui défilaient dans la ville. Et même le jeune putschiste de 34 ans, il a ouvert même le Burkina à d'autres partenaires internationaux, notamment la Russie. Oui, on va revenir sur ça tout à l'heure. Dans la foule, il y avait des drapeaux russes qui ont été brandis. Oui. Et le gars même, lors de son interview avec la France 24, il a même osé dire que, étant donné que la Russie, la France est comme la Russie, ou bien la Russie aussi, c'est un État. Et le Burkina peut diversifier ses partenariats militaires, peut multiplier ses relations diplomatiques avec qui il veut. Donc là, on peut dire que sa gouvernance ou bien sa transition, il peut toutefois canaliser et avoir l'adhésion du peuple. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est le pas premier qu'il a eu. Ou bien il a eu la première victoire. La transition, tout le monde était derrière lui. Tous les Burkinabés, à travers l'assise nationale et la charte de la transition, tous étaient d'accord que à la fin de 21 mois, qu'il dépose sa démission ou bien il dépose sa mallette et qu'il ne se représente pas. Donc c'est quelque chose qu'on peut dire que son prédécesseur n'avait pas eu à consolider avec le peuple. C'est comme s'il est enfermé sur lui-même, il n'écoute personne. Selon les indiscrétions, c'est la France, il est souvent un préfet de la France, il est orienté depuis la France et il n'écoute pas la grande muette, la hiérarchie militaire, ce qui a envenimé la situation de son renversement tout récemment. Donc, le jeune capitaine, bon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, au moins il est un peu sur les bonnes pistes pour au moins relancer. Ces débuts sont rassurants. Ces débuts sont un peu rassurants. Et moi, je suis Saint Thomas, mais je lui accorde un peu de bénéfice du doute. C'est pour au moins la réussite et la consolidation de l'état du droit et la main dans la main entre les Burkinabés pour au moins gouverner ce pays qui souffre, qui est toujours agenouillé depuis pratiquement 30 quelques. Oui, je voudrais ajouter que ce qui fait aussi qu'il bénéficie de cette aura-là, c'est parce que ce que le colonel Damiba n'avait pas eu en son temps, c'est que lui, il a renversé un président démocratiquement élu.
Et il faut l'avouer, les gens n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Maintenant que le capitaine Traoré, lui, vient de renverser un autre putschiste. Donc, lui, au moins, quelque part, on se dit que il n'est pas d'accord avec la manière de faire et maintenant, on va lui accorder cette confiance-là. Donc, la différence aussi entre les deux, c'est que le premier a renversé un président démocratiquement élu et ce qui fait que l'autre, là, est quand même, on lui donne plus de crédibilité. C'est que lui, il a renversé quelqu'un qui était en faute aussi, quoi, entre guillemets. Donc, c'est ce qui fait aussi qui ajoute à son aura et à cette confiance-là. Et aussi, il est obligé de surfer aussi sur cette entente du peuple qui le considère comme un certain Sankara. Donc, il est obligé de suivre aussi cette ferveur-là pour que le peuple puisse s'accorder avec lui pour asseoir une bonne transition. Mais en même temps, est-ce qu'avec lui, parce que quand on force le parallèle avec Sankara, les époques ne sont pas les mêmes, est-ce qu'avec Traoré, les défis, notamment sécuritaires, ne risquent pas justement de très rapidement s'inviter pour montrer de quoi il est capable? Oui, bien sûr, et ça va le rattraper aussi. Hein, ça va, il n'est là qu'il y a deux semaines de cela. Donc maintenant, place au travail. Et c'est dans le travail vraiment qu'on découvre ce dont les chefs ou les dirigeants sont capables. Parce que une chose est d'être acclamé lorsqu'on vient au pouvoir, mais une autre c'est de montrer aussi sa capacité de pouvoir diriger, de pouvoir régler les problèmes du pays ou les problèmes auxquels le peuple fait face. Donc, ce qu'il y a, c'est que le Burkina est confronté à des problèmes de sécurité. 40% de son territoire est actuellement occupé par les djihadistes. C'est ce qui a fait aussi la faiblesse du colonel Damiba, parce que il prenait le pouvoir avec motif que le président Kaboré n'arrivait pas à assurer la sécurité. Alors que au temps du président Kaboré, le Burkina Faso n'était pas aussi occupé par les djihadistes. C'est 8 mois-là, c'est pendant ces 8 mois-là que les djihadistes ont encore gagné du terrain et il faut encore des excursions à l'extérieur dans les pays voisins du Burkina, dont le Togo, parce que au moment du président Kaboré, il n'y avait pas ces excursions là au Togo. C'est quand le capitaine Damiba a pris le pouvoir que les djihadistes ont encore gagné du terrain jusqu'à venir au Togo. Donc actuellement, on se dit que pendant 8 mois, le colonel Damiba, qui a promis la sécurité, a fait pire que celui-là qui l'a renversé, le président Kaboré, qui lui était démocratiquement élu. On pouvait lui accorder quand même cette confiance-là. Et je le dis souvent, et le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Damiba, et ce que la grande muette doivent savoir aussi au Burkina Faso, comme dans tous les pays en Afrique, c'est que quand le peuple accorde son option, vote pour un président de la République, et il faut quand même soutenir ce président de la République là, que chacun fasse son travail. Les militaires, leur travail, c'est de défendre l'intégrité du territoire. Donc, faut pas se dire que le président en place n'arrive pas à assurer cette sécurité-là, et c'est un coup d'État qui va régler l'affaire. Et quand on fait coup d'État, on porte en torse à la démocratie et ce n'est pas bien. Donc, au-delà de ce qui se passe, du souhait que nous avons, nous émettons pour que le Burkina retrouve l'ordre constitutionnel et surtout qu'il soit relancé de manière efficace sur la voie de la démocratie. Il faut quand même que les militaires et la grande muette sachent que ça suffit les coups d'État. Ça suffit les coups d'État parce que le Burkina, il est vrai, ça fait longtemps qu'il n'a pas été stable parce que on se rappelle des années 70 où il y avait des coups d'État, des années 1980 où il y a aussi des coups d'État et tout ça avec la mort de Thomas Sankara, tout ça, c'est des coups d'État. Donc, et ça suffit. Ces histoires de coups d'État, ça suffit. Et qu'il faut vraiment, si on aime le Burkina Faso,
Et ceux qui, parce qu'après les 2 ans ou bien 21 mois, ce sont des hommes qui seront encore élus, des Burkinabés qui seront encore élus. Et s'ils font mal encore, on va faire coup d'État pour refaire encore une autre transition. Ça ne fait pas, je dirais 12, moins de 10 ans qu'il y a eu une transition au Mali, Oui. et au Burkina Faso. Et à l'issue de cette transition, on a instauré l'ordre constitutionnel où on a élu un président démocratiquement qui a fait un mandat, qui faisait son 2e mandat. Et on lui a fait coup d'État. Donc, s'il y a ce coup d'État comme ça, là, ça ne fait pas avancer un pays, ça ne fait pas avancer la démocratie. Donc, il faut qu'on arrête ces coups d'État-là, quelles que soient les bonnes intentions. D'accord, on va donc suivre de près la situation. On change de sujet maintenant et on prend la direction d'un pays voisin du Burkina, c'est le Mali. Le Mali également qui est dans une transition et qui est en train de mettre les choses en place pour que cette transition s'achève. Notamment, l'un des dossiers épineux, c'est de doter le pays d'une nouvelle constitution. Une commission avait été mise en place et l'avant-projet de nouvelle constitution a été présenté mardi 11 octobre au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a donc rappelé l'objectif de cette nouvelle constitution, c'est de repartir sur de nouvelles bases avec l'espoir commun d'une démocratie rénovée et d'un État mieux organisé. Le président donc de la commission qui a rédigé la nouvelle constitution, Fousseini Samaké, nous allons l'écouter tout de suite se présenter les grands traits de cette constitution. Une constitution est une construction humaine. Comme œuvre humaine, elle ne peut prétendre à la perfection. Elle est également une construction sociale et un enjeu de pouvoir. C'est pourquoi la Constitution a été, est et sera toujours objet de commentaires, d'interprétations, de critiques, de controverses et parfois de contestations. L'adoption d'une nouvelle Constitution sera un marqueur capital dans le processus de refondation de l'État. La commission de rédaction de la nouvelle Constitution exprime le vœu ardent que le projet soit partagé et accepté. Sur l'avant-projet de Constitution que vous venez de me remettre à l'instant, repose notre espoir commun d'une démocratie rénovée, ainsi qu'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. Ceci suppose à la fois un jeu politique équilibré dont les règles sont clairement définies et l'émergence d'un État qui doit être fort sans écraser les citoyens. Voilà donc le projet de nouvelle constitution remis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Marcel Agbessinou, vous êtes juriste. Moi, j'ai envie de comprendre, parce que vous savez que les débats sur les constitutions, on n'en finit pas, et je pense que le président de la commission l'a dit. C'est quoi une constitution, en fait? Non, en un mot, la constitution, c'est l'ensemble des idées d'un peuple qui a été contenu dans un document. Au préalable, il y a le préambule. Et ce préambule ramasse un peu de façon ramassée l'idée générale qui a été contenue, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, le système politique, le régime politique, tout ça, c'est contenu dans la Constitution. Et il y a une Constitution écrite et il y a une Constitution coutumière. Donc la Constitution écrite, c'est ce que les Maliens se dirigent, c'est ça que le Mali veut adopter cette fois-ci à travers le régime présidentiel. Justement, le type de régime qui a été choisi par les Maliens, c'est le régime de type présidentiel. Je rappelle que ça veut dire que désormais, c'est le président de la République qui déterminera la politique de la nation. Et la conséquence ici, ce que les Maliens ont décidé, c'est que le Parlement ne peut plus renverser le gouvernement et le président de la République ne peut plus dissoudre le Parlement. Est-ce que, si on prend juste ce point, ce modèle vous semble le mieux aujourd'hui pour le Mali? Retournons un peu ou bien faisons un rétropédalage de ce qu'on appelle pas le régime présidentiel.
le régime présidentiel, c'est un régime dans lequel le président de la République seul, il est autonome, caractérisé par le monocéphalisme. C'est-à-dire Que il n'y a qu'une seule tête. Il n'y a qu'une seule tête. L'exécutif, le Premier ministre n'existe plus. Et c'est le président de la République seul qui gouverne. C'est-à-dire le Premier ministre, il peut être là, mais optionnel. Il n'a pas un réel pouvoir. Il n'a pas, lui, il n'existe même pas. C'est dans le régime parlementaire qu'on retrouve régulièrement en Grande-Bretagne et autres et les pays africains aussi adoptent aujourd'hui, copie-coller, qu'on retrouve le Premier ministre qui peut toutefois dissoudre l'Assemblée et mettre bâton dans le roue de l'Assemblée. Mais dans le régime présidentiel, c'est un régime dans lequel il y a la séparation, elle est rigide. Séparation rigide, c'est-à-dire que la spécialisation des attributions législatives est autonome, l'exécutif est autonome le et judiciaire le judiciaire est autonome. Donc là, il y a des attributions qui sont spécialisées et le président de la République, il nomme ses collaborateurs que nous appelons les secrétaires. Les ministres là-bas, on les appelle les secrétaires. Et c'est les ministres d'État, les secrétaires d'État, eux, ils jouent le rôle des ministres des Affaires étrangères. Donc là, le président de la République, dans un régime présidentiel, il peut révoquer à tout moment ses collaborateurs. Et il est élu au même titre que son vice-président, suffrage universel direct. Donc, le régime présidentiel a été, ou bien le régime présidentiel américain a été le prototype, ou bien l'archétype même du régime présidentiel que nous voyons aujourd'hui sur la face du monde. Donc là, dans le régime présidentiel, il n'y a pas la dissolution, on ne peut pas renverser le président de la République. Le président de la République, il règne, il gouverne. Ce n'est pas comme le régime parlementaire où le président de la République gouverne, ou bien règne, mais ne gouverne pas. Et c'est le Premier ministre qui prend tout, comme on l'a vu au temps de Kofigo au Togo. Donc, dans le régime présidentiel, il n'y a pas la théorie de la mise à mort réciproque. C'est-à-dire que dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée également peut motion de censure, il n'y a pas. Donc, ce que je vois plus loin dans la transition malienne à travers ce type de régime, on veut conforter, renforcer le pouvoir du président qui serait issu des élections d'ici 2023 ou 2024. On veut renforcer son pouvoir, sa souveraineté. Et là, aucun ministre ne peut prétendre renverser le chef de l'État légalement élu. Donc, vous verrez avec moi que le Mali a su vite. Il a vu que le régime parlementaire en Afrique, souvent, pose toujours de problèmes. Le président de la République, dans un régime parlementaire qui est bicéphalisme, l'exécutif a deux têtes, mais l'exécutif, le grand exécutif que j'appelle le chef de l'État, il absorbe pratiquement le Premier ministre. Et le Premier ministre devient totalement son secrétaire. Il l'envoie partout où besoin sera. Donc, les Maliens, conformément à leur marche vers la démocratisation et l'état de droit, la consolidation de l'unité nationale, il se pourrait que de l'extérieur, on peut toutefois déstabiliser un régime à travers les collaborateurs qui sont des marionnettes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer dès à présent son pouvoir, distinguer les pouvoirs, attribuer le rôle minimal à chacun. Et là, tu es un peu renforcé par l'armée, tu es renforcé par l'attribution même qui a été contenue dans la Constitution elle-même. C'est pourquoi même aux États-Unis à l'époque, il y a un vote ou bien un veto
un veto américain, le veto américain d'Abraham Lincoln. Vous savez tout ça là, je ne vous apprends rien. Juste pour prouver qu'il est autonome, son pouvoir n'a pas de limite. Il a dit, c'était oui, c'était non. Un seul oui, mais le oui l'emporte. Cela veut dire que le président, il est au-dessus de toutes les institutions. Oui. Alors, le régime de type, un régime de type présidentiel en Afrique, notamment, nous sommes en Afrique de l'Ouest, ici au Mali. On connaît l'histoire du peuple malien. J'imagine que la commission qui a travaillé s'est inspirée également de leur vécu, de leur histoire pour faire cette proposition. Mais à l'analyse, est-ce que pour vous, c'est le meilleur régime dont le Mali a besoin aujourd'hui? Non, au fait, les régimes, je crois qu'il n'y a pas trop de différence, parce que quand on prend la constitution, l'ancienne constitution, bon, la constitution qui a cours maintenant, et l'autre, la constitution de 1992 au Mali, la constitution malienne de 1992 et celle que le Mali s'apprête à adopter, il n'y a pas trop de différence. Le régime présidentiel, quel régime on observait au Mali avant? Je crois que c'est toujours le régime présidentiel, parce que bon, ça doit être le régime semi-présidentiel, parce que le Premier ministre, le président nomme le Premier ministre dans la majorité du Parlement, ce qui est des forces vives du Parlement. Donc actuellement, la petite nuance, c'est que le président nomme le Premier ministre et il peut le révoquer quand il veut. Donc c'est ça qui consacre ou bien qui renforce le pouvoir du président. Donc maintenant, d'un poste de Premier ministre optionnel, vous prenez le cas du Bénin. Oui. Ils sont libres de le nommer. Et c'est le régime présidentiel au Bénin. Donc, ils sont libres de le nommer. Je crois que dans le contexte africain, lorsqu'on élit un président de la République, on veut que c'est lui qui conduise l'État, qui conduise les affaires du pays, et que c'est lui qui distribue les rôles à ses collaborateurs et à chacun. Donc, au fait, est-ce que... Parce que ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que les partis politiques, moi j'ai entendu certaines voix des partis politiques qui disaient carrément qu'il n'y avait même pas urgence à ce qu'on fasse une autre constitution au Mali. Et actuellement, le régime en place a jugé mieux de refaire la constitution. Et lorsque ces situations se présentent, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que vraiment il y a nécessité d'adopter une nouvelle constitution. Mais avant de a répondu à la question en disant que c'est une manière de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, repartir sur de nouvelles bases, vraiment c'est bien. Mais lui-même, il a déclaré qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, que la constitution va être critiquée, même combattue, tout ça là. Donc ça veut dire que même avec la constitution actuelle, on peut construire un état de droit au Mali. Moi, je me dis que ce ne sont pas les institutions qui posent problème. Ce sont les personnes qui incarnent ces institutions, surtout en Afrique, qui posent problème. On a beau dire que on va changer la constitution, mais on peut changer la constitution et demain, lorsque on élit un président, sa tête ne va pas plaire à certains, et s'ils ont la force, ils peuvent faire encore coup d'État. Donc, ce que moi, dans le cas d'espèce, le cas malien, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas trop de différence entre les constitutions, et quelque part, ceux qui disent aussi qu'il n'y avait même pas urgence ou nécessité d'adopter une autre constitution, avaient un peu raison. Parce qu'on a mieux à faire. On avait un président démocratiquement élu qui a été renversé par un coup d'État. On a demandé à ceux qui ont fait ce coup d'État de rétablir l'ordre constitutionnel. Et c'est ce qu'ils avaient promis. Ils ont promis aussi qu'ils allaient assurer la sécurité et que l'ancien régime n'arrivait pas à faire. Mais jusqu'ici, il y a quand même l'insécurité qui est grandissante au Mali. Il faut penser à ça aussi. Mais revenant sur la Constitution, je disais tantôt qu'il n'y avait pas trop de changements. Quand on prend les deux constitutions, la Constitution de 1992 et l'avant-projet de Constitution remis au président Assimi Goïta, ce qu'il faut remarquer, c'est que avec l'ancienne Constitution et l'avant-projet de Constitution, les deux
s'accordent quelque part où ils affirment le renforcement de l'unité du Mali. Le Mali est un État unitaire. Le Mali est un État unitaire parce qu'il y a, et vous n'êtes pas sans savoir que la rébellion au nord demande l'autonomie du nord, les Touaregs, la rébellion Touareg demande l'autonomie du nord. Donc voilà, et après les accords d'Alger entre le gouvernement et la rébellion Touareg qui est la rébellion dominante au niveau du Mali. Bon, au nord, les gens croient ils pensent à ce qu'on change la constitution pour mettre peut-être consacrer l'autonomie du nord. Mais cet avant-projet de constitution a quand même réaffirmé le caractère unitaire du Mali, comme la constitution en cours. Il y a aussi l'affirmation claire de l'organisation de l'État. L'État malien est basé sur l'organisation de l'État malien est basée sur le principe de la décentralisation et de la déconcentration. La constitution en cours aussi le réaffirme. Maintenant, les différences qu'on peut observer au niveau de ces deux constitutions, c'est que, par exemple, quand vous prenez celle de 1992, au niveau du gouvernement, on dit que c'est le gouvernement qui détermine l'action et conduit l'action de la politique de la nation. Oui. Maintenant, l'avant-projet de constitution dit que c'est le président de la République qui détermine et conduit même l'action. Et c'est le président de la République qui détermine l'action et c'est le gouvernement qui conduit.